tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un book haul. Je m'excuse d'avance pour la luminosité parce que le soleil frappe en plein sur le Velux et donc il y a des jeux de lumière un petit peu partout. J'ai également un voisin qui tond sa pelouse, donc j'espère que ce ne sera pas trop parasite. Je commence tout de suite par vous présenter les 3 tomes des démons de Dostoïevski, qui est donc un ouvrage également connu sous le nom Les Possédés. Il est publié en 1872 et je crois qu'on l'appelle aussi Les Diables, si je me souviens bien. En tout cas, j'ai toujours pris cette œuvre dans la traduction que propose Babel, donc par André Markovitch, pardon, que j'aime beaucoup. Je trouve que sa plume est très agréable à lire, et pour avoir lu Dostoïevski dans d'autres traductions, je trouve que c'est celle-ci la plus... Alors j'ignore si c'est la plus réussie, mais en tout cas c'est celle qui me plaît le plus. Dans cet ouvrage, on suit des personnages qui sont obsédés par des idéaux révolutionnaires. On est dans une petite ville en Russie au 19e siècle et donc on va beaucoup parler de politique. Va arriver donc cette espèce de groupe de personnes avec une pensée un petit peu nihiliste qui vont venir contaminer peu à peu la ville dans laquelle ils arrivent. On retrouve les thématiques fortes chez Dostoïevski, à savoir on va parler de religion, on va parler de révolution, on va parler de politique, on va parler de ces idéaux corrompus, on va parler voilà, de toutes les thématiques chères à Dostoïevski. Ça fait partie vraiment des grosses œuvres de l'auteur et je suis très curieuse d'en faire la découverte, bien que je sois un petit peu impressionnée puisque selon les retours que j'ai pu voir, Les Démons est apparemment un petit peu plus obscur, un petit peu plus difficile à lire que les, par exemple, Crimes et Châtiments, qui est déjà, je pense, pour beaucoup, et ça a été le cas pour moi par moments, extrêmement dense et reprend cette idée de flux que je mentionne systématiquement lorsque je vous parle de l'œuvre de Dostoïevski. Donc il y a vraiment une profusion de détails, une profusion de description des sentiments des personnages principaux avec des introspections qui sont vraiment très violentes mais qui mettent parfaitement en lumière les paradoxes des émotions humaines, comment les contrastes aussi des émotions humaines. Donc tout ça c'est très intéressant, toujours, de toute façon toujours très bien fait par Dostoïevski. Donc j'ai quand même hâte de lire Les Démons, bien que je pense que je me le garderai pour la fin parce que c'est certainement la partie de son œuvre qui m'impressionne le plus. On reste dans la littérature russe et on reste avec Dostoïevski, avec les frères Karamazov, la première et la deuxième partie. Toujours chez Babel, toujours dans la traduction d'André Markovitch. Et alors, voilà, encore une fois, donc on est vraiment dans le gros de l'œuvre de Dostoïevski. Donc il me semble que les frères Karamazov est publié en 1880 et c'est la dernière œuvre de Dostoïevski. Les frères Karamazov, c'est vraiment considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature du 19e. Il a vraiment eu une résonance internationale et on en entend encore énormément parler aujourd'hui. Je pense qu'il est aussi reconnu que Les Crimes et Châtiments. C'est encore une fois un roman connu pour sa profondeur psychologique et on retrouve de nouveau les thèmes forts chez Dostoïevski. Mais on trouve aussi toute la dimension familiale puisqu'on suit une fratrie dans les frères Karamazov. Puisque je crains un peu de vous dire des bêtises, je vais me permettre de vous lire la 4e de couverture de la première partie, évidemment. Il y a le père, Fyodor Pavlovitch, riche, malhonnête et débauché, et ses 3 fils légitimes, Mitya, impulsif, orgueilleux, sauvage, Ivan, intellectuel, raffiné, intransigeant, Alyosha, sincère, pieux, naïf, et puis il y a le fils illégitime, Smerdiakov, libertin, cynique, vivant en serviteur chez son père. L'un d'eux sera parricide. J'ai déjà commencé ce roman et j'ai dépassé effectivement le meurtre de Fyodor Pavlovitch. J'ai hâte de connaître la suite et je vous en dirai plus lorsque j'aurai terminé ma lecture. On continue avec un autre monument de la littérature russe, toujours de Dostoïevski, L'idiot, qui est paru en 1869 et qui, comme les frères Karamazov, a eu un retentissement mondial, est un roman encore énormément lu et qui intrigue beaucoup. J'avais très brièvement abordé L'idiot lorsque je rédigeais mon mémoire en philosophie en première année, il me semble, puisque je travaillais sur l'ennui et je voulais développer toute une idée autour du fait que l'ennui était un sentiment qui ne pouvait naître que lorsqu'on perdait la connaissance et la certitude de notre propre finitude. Bref, j'étais partie dans quelque chose d'assez métaphysique et il y a une scène dans L'idiot qui est extrêmement connue, qui est celle du personnage principal qui se rend sur la place rouge et qui va être fusillé et qui au dernier moment ne l'est pas. Et on suit donc toutes les émotions de ce personnage à ce moment-là, émotions qui vraiment sont réduite à ses perceptions immédiates, à la sensorialité directe et à rien d'autre. Dans ce roman, le personnage principal est assez naïf, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le surnomme l'idiot, et je trouve que ça reprend un petit peu cette idée du personnage qu'on trouvait déjà dans Le rêve d'un homme ridicule, qui est une toute petite nouvelle dont je vous ai parlé dans un précédent avis lecture. J'aime beaucoup quand Dostoïevski
regarde ces personnages avec beaucoup de compassion et d'admiration, tandis que toute la société les juge. C'est vraiment pour moi la force de Dostoïevski, cette capacité à se projeter au-delà de la société dans laquelle il vit, au-delà des carcans, au-delà des normes, et de dresser une véritable critique à la fois de la politique, mais aussi du pays, de la façon dont il est organisé, et même parfois de son héritage culturel. J'ai là aussi vraiment très très hâte de le lire, je suis très impressionnée parce que ça fait vraiment, comme je vous le disais, partie des monuments dans les œuvres de cet auteur, mais voilà, je sais que je sais déjà que je serai conquise et que ça me plaira beaucoup, puisque lorsque j'avais lu des extraits de l'Idiot, voilà, ça m'avait profondément parlé, j'étais vraiment embarquée, mais je n'avais jamais, voilà, j'ai jamais pris l'initiative d'aller au bout de ma découverte de cette œuvre, et évidemment je compte remédier à cela. Dernier roman de Dostoïevski que je vous présente dans ce book-haul, il s'agit des Carnets de la Maison Morte, toujours la même collection Babel, toujours le même traducteur. C'est un roman qui paraît en 1862 et qui est plus ou moins autobiographique, puisque Dostoïevski va nous faire part de ses souvenirs et de son expérience en tant que prisonnier en Sibérie lorsqu'il a été emprisonné donc pendant plusieurs années. On va donc avoir toute une première partie très descriptive sur la vie de ces prisonniers dans les camps, et une seconde partie plus introspective où on va véritablement suivre le personnage. Là aussi, j'ai extrêmement hâte de le lire. C'est un bon pavé, une fois de plus, donc j'espère pouvoir trouver rapidement le temps d'en faire la lecture. Et je pense qu'après tout ça, j'aurais fait un petit peu le tour de mes lectures de Dostoïevski, et franchement, j'en suis ravie. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire cette année, plonger à la découverte de tout ce qu'a pu faire cet auteur que je connaissais finalement assez peu et assez mal. J'ai passé des moments exquis en sa compagnie, et je suis ravie que ça puisse continuer. Je suis ravie que son œuvre soit aussi prolifique et que j'ai autant matière à découvrir encore et encore son travail. Deux ouvrages sur lesquels je passe rapidement, donc la biographie de Dostoïevski par Virgile Tanaz, qui est publiée chez les éditions Folio. J'aime beaucoup cette collection Folio Biographie. J'ai déjà lu celle de Baudelaire et celle de Flaubert dans cette collection que j'aime pas mal. Et donc je me suis procuré ce livre afin de peaufiner un petit peu la vidéo que je souhaite faire sur Dostoïevski. Il y aura bien évidemment une partie biographique, je ne me servirai pas seulement de cet ouvrage-là, mais j'irai bien évidemment y puiser les choses qui m'intéressent, elle est tout de même assez dense, cette biographie, elle fait 400 pages, et je pense voilà, trouver de la matière. Ouvrage plus littéraire, mais toujours sur Dostoïevski, La poétique de Dostoïevski par Mikhaël Bakhtin. Donc là on est sur vraiment une œuvre, un essai littéraire qui va vraiment venir décortiquer l'œuvre de Dostoïevski et parler de ses grandes thématiques, j'imagine. Je ne me suis pas encore plongée dedans, mais je sais qu'il est notamment abordé la question du genre des personnages et de l'usage de la langue que fait Dostoïevski, donc je pense que ce sera très intéressant aussi, une fois que j'aurai lu un petit peu plus de son œuvre, de découvrir un essai critique sur le sujet. C'est terminé pour Dostoïevski, je vous en ai présenté beaucoup, je n'arrête pas de vous parler de lui, il est présent dans toutes mes vidéos. Je passe maintenant à Balzac avec La Maison du chat qui pelote, qui est une nouvelle, et il me semble qu'ici dans cette édition il y a plusieurs nouvelles. Oui, c'est ça, il y a dans cette édition Le Bal de Sceaux, La Vendetta, La Bourse et La Maison du chat qui pelote. En quatrième, nous avons 4 scènes de la vie privée, 4 nouvelles écrites autour de 1830 qui nous montrent Balzac commençant son enquête sociale, posant les premières pierres de l'édifice de la comédie humaine. Cette comédie est d'abord celle de l'amour, et 3 de ses récits nous disent des mariages ratés, l'un par incompatibilité culturelle, l'autre par arrogance sociale, le troisième par folie de vengeance familiale. Mais par-delà le romanesque de l'intrigue apparaît la variété bientôt foisonnante des types et des conditions. Boutiquiers et gens de cour, vestiges de l'Ancien Régime, lions et loups de la Restauration, en même temps que Balzac découvre le Paris mystérieux et cruel qui sera l'un des personnages principaux de son œuvre. La Maison du chat qui pelote, c'est le nom d'une boutique de draperie qui est tenue par la famille du personnage principal que l'on suit dans la nouvelle. Ce personnage principal, c'est Théodore, il va tomber amoureux d'une jeune femme qui est d'une classe sociale plus aisée que la sienne. Son père va vouloir user de cette relation pour s'en sortir mieux d'un point de vue financier. Et donc voilà, on va retrouver les thèmes balsaciens de la corruption financière, de l'amour aussi, de l'échec amoureux, des désillusions. Et je pense que ce sera super comme tout ce que j'ai pu lire de Balzac jusqu'à présent, bien que voilà, Eugénie Grandet avait été une petite déception. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, j'ai tout aimé de Balzac, donc je continue avec beaucoup de plaisir la découverte de son œuvre. La Vagabonde de Colette, dont j'entends énormément de bien et que j'ai eu la chance de trouver dans une petite boutique de livres d'occasion à Aix-en-Provence, dans cette édition qui est, je crois, la dernière édition du livre de poche. Je l'ai trouvé pour une misère, je l'ai payé 2 euros. Donc j'étais vraiment ravie puisqu'il manquait à ma collection et que c'est un des titres que j'ai le plus envie de lire. Alors, ce qu'on nous en dit au dos, René Néré, las des infidélités de son mari, le peintre Taillandy, vient de le quitter. Pour subvenir à ses besoins, Renée devient mime, danseuse et actrice.
Un riche héritier, Maxime, tombe amoureux. La jeune femme est tentée par ce nouvel amour, mais les souvenirs douloureux de son premier mariage sont omniprésents. À l'issue d'une tournée théâtrale, elle prend sa décision. Le roman est riche des premières expériences matrimoniales de Colette. Il est aussi un hymne au théâtre, aux coulisses et aux gagne petits qui les peuplent. La Vagabonde est le roman de la désillusion, de la nostalgie, mais aussi celui du combat intérieur et de la victoire sur soi. J'aime beaucoup Colette parce qu'elle est pionnière dans beaucoup de domaines, notamment celui de la représentation des femmes dans la littérature. Elle met toujours en scène des héroïnes qui sont très fortes, qui sont très indépendantes, qui se battent pour leur autonomie, pour leur plaisir, parce qu'elles ont des passions, parce qu'elles sont animées par énormément de choses, et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement chez Colette. Je pense que La Vagabonde ne fera pas exception à ces ouvrages que j'ai beaucoup aimés d'elle. Donc voilà, très curieuse de le lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez fait la lecture, mais également à me dire quel est votre ouvrage favori de Colette, parce que j'en ai quand même lu quelques-uns, mais je n'ai pas tout lu. Et je suis toujours curieuse de savoir ce que vous préférez, et en général, ça m'oriente un petit peu par la suite dans mes choix. Rupture totale de registre avec le Collège Maléfique, le tome 4 de Cassandra O'Donnell qui est paru chez les éditions Flammarion Jeunesse. Dans cette histoire, on suit Emma qui va rejoindre une école d'enfants spéciaux puisqu'elle a des dons assez particuliers. Elle peut se promener dans les rêves des gens et elle a d'autres dons dont je ne me souviens plus puisque j'ai lu le tome 3 il y a un an maintenant et que ça commence à dater. Elle va créer de nombreux liens d'amitié dans cette école, rencontrer des personnages assez particuliers, tous très différents, certains très sombres, d'autres au contraire très joyeux et très expansifs, avec tous des particularités et des pouvoirs qui font qu'ils ne sont pas très bien, voire pas du tout acceptés dans la société classique. Ce que j'aime beaucoup dans les livres de Cassandra O'Donnell, c'est qu'on a très souvent des messages forts qui sont portés par une plume vraiment très simple, très accessible à un public jeune. Et je trouve que ce sont des ouvrages jeunesse très qualitatifs. J'avais beaucoup aimé par exemple La Légende des Quatre. Et j'aime énormément continuer ma découverte de cette saga aussi. J'imagine que à l'occasion, je me procurerai Malenfer, qui a très bonne réputation également. Là, on est plus sur une œuvre qui cible un public de peut-être 12-13 ans, si je me rappelle bien, parce qu'il là, il n'y a pas la mention au dos, alors que Malenfer ciblait un public plus jeune et que La Légende des Quatre ciblait un public légèrement plus vieux. Mais voilà, Cassandra O'Donnell reste quand même le plus souvent dans... Alors bien qu'elle ait écrit en adulte, lorsqu'elle écrit en jeunesse, elle reste beaucoup dans la tranche jeunesse-adolescent et elle va pas beaucoup dans le young adulte, en tout cas de ce dont j'ai l'impression. Ça n'empêche que c'est extrêmement bien et que j'aime beaucoup cette saga, donc je vais la continuer avec plaisir. Alors ce n'est pas un livre, mais de la part des éditions 404, j'ai reçu un carnet qui est le carnet du fan de manga et d'anime. Je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Donc vous avez par exemple un tracker de manga pour indiquer où vous en êtes au niveau des tomes, ce que vous avez pu lire dans l'année. Vous avez également des petits quiz comme ceux-là qui vous permettent de répondre à des questions pour trouver, voilà, par exemple, là on a quel est votre shoujo préféré. Et il y a beaucoup de shoujo très classiques puisque les premiers qui sont proposés par exemple ce sont Nana, Fruit Basket, ensuite vous avez Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, donc Paradise Kiss, donc des mangas quand même qui ont bercé moi mon adolescence. Et vous avez la même chose version shonen, donc on a alors le premier dilemme commence bien, on a Dragon Ball et One Piece, autant dire que c'est compliqué. Et voilà, après ça continue toujours dans ce registre là. Vous avez voilà, donc là les sorties qui vous intéressent, vous avez les playlists que vous voulez faire selon les saisons, vous avez des petits jeux aussi, voilà, donc c'est vraiment un petit carnet très riche que j'ai pas beaucoup pris le temps de feuilleter, donc je vais le faire rapidement, mais c'est plutôt sympa, j'aime bien, même si je pense que ça s'adresse peut-être à un public plus jeune et consommateur plus régulier de manga que moi. Un ouvrage qui me tentait depuis très longtemps, La vraie vie d'Adeline Dieudonné. J'ai vu énormément de retours positifs sur cet ouvrage. C'est publié chez l'Iconoclaste et là pareil, j'ai eu la chance de le trouver à un prix dérisoire sur Vinted dans la ville où j'habite, donc je l'ai même récupéré sur place, donc il m'a coûté 1 €, c'était parfait. Surtout que neuf et les éditions Iconoclaste sur des demi-formats, enfin des semi-poches, pardon, j'avais perdu le mot. C'est assez onéreux puisque là, celui-ci, il est à 17 € neuf, donc j'avais pas pu me le procurer. Je vous lis le résumé parce que j'ai un souvenir très flou de l'histoire et des résumés que les personnes que j'ai pu voir en parler en ont fait, donc autant que je vous le dise. C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres, la sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amie, craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge, jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses 10 ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière, effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre, la vraie.
Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. Je sais que les thématiques abordées sont celles de la condition animale et de la condition de la femme et qu'il y a un parallèle qui est fait entre les deux, mais j'en sais pas beaucoup plus. Vraiment, je suis impatiente de le lire. Je pense que c'est une lecture qui se fera extrêmement rapidement. Je vais vous montrer la mise en page qui est quand même déjà d'une part très confortable, mais qui fait que le livre est lu extrêmement rapidement. Il fait précisément 263 pages, donc voilà, ce sera lu vraiment très vite. Et je vous dis, il était dans ma wishlist depuis sa sortie, donc ça fait un petit moment maintenant. Une des dernières sorties de chez Casterman qui visiblement a un succès fou, puisque je ne vois que des coups de cœur sur ce titre. Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard, publié chez, du coup, chez Casterman, puisque je viens de vous le dire. Là, pareil, dans un désir d'exhaustivité, je vais vous lire le résumé parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Agathe Langlais a 19 ans en cette année 1898. Contrairement aux attentes de ses parents, la jeune femme boude les bals mondains et ne vit que pour l'astrophysique qu'elle étudie en cachette avec la complicité de sa gouvernante. Alors que les Langlais viennent de quitter Londres pour s'installer à la campagne, Agathe fait la connaissance de leur excentrique voisin, Lord Nathaniel Stone, dans sa demeure de Bloomstone Manor, une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout. Des retours que j'ai pu voir, on est sur un roman qui traite beaucoup de l'indépendance de cette jeune femme qui veut absolument se livrer à sa passion et non pas vivre selon les normes et les codes de la société, enfin que la société et ses parents lui imposent. J'aime beaucoup la couverture que je trouve vraiment très jolie et je pense que c'est un roman qui va beaucoup me plaire. Ça va me faire du bien de replonger aussi dans un roman qui traite de ce type de thématique, puisqu'actuellement en young adulte, je lis beaucoup de thrillers, j'avais vraiment besoin de ça, je vous les ai déjà dit dans les précédentes vidéos également, mais je pense que ça me fera du bien et que je ne vais pas tarder à le lire car au vu des avis une fois de plus très élogieux, je suis vraiment dans cette dynamique de vouloir le découvrir. Un achat que j'ai fait toujours d'occasion, toujours sur Vinted, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. Je pense que cet ouvrage, vous l'avez déjà vu passer un peu partout puisqu'il a eu beaucoup de succès à sa sortie et qu'on le voit encore très très régulièrement passer. D'autant que Titiou Lecoq vient de sortir un nouvel essai. Dans cet ouvrage, l'autrice va vouloir remettre en lumière les femmes à absolument toutes les époques. Elle va faire énormément de recherches sur la question et essayer de comprendre pourquoi les femmes ont été occultées d'une telle manière des manuels d'histoire, des manuels de littérature et pourquoi on n'entend finalement jamais parler du travail des femmes, jamais parler de la façon dont vivaient les femmes à certaines époques. Je pense que ça va être une lecture passionnante et là aussi j'ai hâte de la faire, mais je vous dis ça pour tous les romans encore une fois. C'est le problème du book haul, hein. Systématiquement on en revient au même, vu qu'ils ne sont pas lus, ce que j'ai à en dire est assez bref et je suis toujours impatiente de les lire, sinon il n'arriverait pas dans ma bibliothèque. Alors je vais vraiment vous en dire très peu pour cet ouvrage, je vous le présente simplement puisque je ne sais pas vraiment en quoi il consiste. J'ignore si c'est vraiment un tome à part d'une nouvelle série de One Piece ou si c'est plus quelque chose de l'ordre de l'hommage. J'ai beaucoup de mal à le savoir, donc tant que je ne l'ai pas lu, je vous en dirai pas plus. Mais voilà, sachez que donc One Piece épisode A, le tome 1 vient de sortir. Il y a 3 illustrateurs qui travaillent dessus, dont Eiichiro Oda bien sûr. Et voilà, pour l'instant j'en sais pas plus, mais je vous dirai ça lorsque je me serai plongée dedans. De la part des éditions Fleurus, j'ai reçu 2 petits romans graphiques que je trouve trop mignons. Donc Winston, un chat mène l'enquête. Le premier c'est La malédiction de la momie et le deuxième c'est Le bateau pirate. Et alors j'adore les illustrations qui sont vraiment minimalistes mais qui ont vraiment beaucoup d'identité je trouve. Et quand même on a, je trouve, pas mal de textes pour un ouvrage graphique, surtout destiné à un public jeune, ce qui est pas mal. On est dans des tons extrêmement sombres et ça me fait presque penser à des petites enquêtes façon Sherlock Holmes ou façon Edgar Allan Poe, donc je suis très curieuse d'en faire la lecture et de les découvrir. Ils sont vraiment très très jolis, ils sont en relié, un petit peu de surbrillant sur la couverture, une tranche colorée. Enfin, c'est vraiment des très jolis petits ouvrages à avoir dans la bibliothèque, donc voilà, ce sera très vite lu puisque ce sont des graphiques, mais je trouve ça très mignon. Évidemment, j'ai craqué pour le jour de sa sortie, pour La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft qui est paru chez les éditions Big Bang et qui est absolument magnifique. Je ne vais pas mentir, et j'en ai honte, mais c'est uniquement l'aspect esthétique qui m'a poussée à l'achat de cet ouvrage puisque je ne connaissais pas le résumé du tout. Voilà, je le trouvais simplement somptueux. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu simple comme motivation pour acheter un livre et je l'entends tout à fait. D'autant que d'après les retours que j'ai pu voir, regardez comme c'est beau en même temps.
Mais d'après les retours que j'ai pu voir, c'est quand même un ouvrage qui met beaucoup l'aspect romance en avant, moins que l'univers de fantasy, ce qui me dérange un peu, mais bon, on verra bien comment c'est fait. Alors, Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Non mais ça a l'air sympa quand même, j'avais pas lu le résumé à la base, mais bon, ça a l'air pas mal. Alors un ouvrage que je ne m'attendais absolument pas à recevoir, donc c'est de la part de Manabu que j'ai reçu. Le titre est extrêmement long. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, et alors je n'ai pas encore lu de quoi ça parle. Le quotidien de Dobara, 35 ans, employé de bureau, est chamboulé lorsque débarque dans sa vie Miyo Ayama, son ancienne camarade de classe qu'il n'avait pas revu, depuis plus de 17 ans. Cette dernière lui apprend que son fils est décédé dans un tragique accident de voiture, mais elle reste convaincue qu'il continue de vivre quelque part dans un des mondes fantastiques et qu'il aimait tant. Elle compte sur les connaissances d'Otaku de Dobara pour l'aider à le retrouver. Je vous le mentionne, mais c'est vrai que je savais pas que ça sortait et je ne l'attendais pas. Je vais terminer ce book haul avec un des ouvrages que je recherchais le plus assidûment, je pense, que j'avais du mal à trouver neuf. Oui, du mal à trouver neuf. Chaque fois que j'ai voulu le commander, les délais étaient extrêmement longs et là j'ai eu de la chance de le trouver pour moins cher que prévu. Après ça me rebête un peu parce que c'est Digli et j'aurais préféré acheter l'ouvrage neuf directement et attendre un peu, mais j'ai été beaucoup trop impatiente. J'ai commencé à le feuilleter dès réception et ça faisait tellement longtemps qu'il me tentait que voilà, j'ai sauté le pas. Donc j'ai pris Je serai le feu de Digli, qui est un ouvrage qui va nous présenter une multitude de poétesses de diverses époques, diverses nationalités, diverses cultures, et les remettre en avant par des poèmes qu'elle sélectionne bien sûr, mais aussi par des portraits, puisque Digli fait beaucoup d'illustrations. Des portraits qui ici sont extrêmement simples et dans des teintes qui sont toujours voilà, dans les dorés, dans les noirs, dans les blancs. C'est vraiment un ouvrage très très élégant, je trouve, et je suis curieuse d'en faire la découverte afin de, voilà, de trouver de nouvelles poétesses à étudier déjà d'une part, mais aussi à lire simplement pour moi. Je trouve que c'est vraiment une très très belle démarche de la part de Digli d'avoir fait cet ouvrage, je trouve ça super qu'il ait été édité. C'est chez La Vie Brûle, que je ne connaissais pas du tout, mais voilà, très curieuse de le découvrir. Là, pour le coup, c'est vraiment, je pense, l'ouvrage de ce book haul que je voulais depuis... la vraie vie aussi, je le voulais depuis longtemps, mais je sais pas, celui-là, c'était vraiment... dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il était pour moi, qu'il me le fallait, qu'il fallait que je le découvre, qu'il fallait que je le lise. Et même si j'entreprends sa découverte petit à petit, je suis vraiment, vraiment ravie de le faire. J'en ai terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver 2-3 titres qui vous tentaient. Si vous avez lu certains de ces livres, comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire, je serais ravie de voir vos avis. N'hésitez pas vraiment, si vous êtes resté jusque-là, à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est vraiment très encourageant, ça me fait très très plaisir. Et un commentaire, voilà, c'est encore mieux puisque ça permet d'échanger un petit peu, de savoir ce que vous avez pensé non seulement de la vidéo, mais aussi des ouvrages que je présente ou si certains vous tentent. Enfin, encore une fois, je le répète systématiquement en fin de vidéo, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.